Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Je suis pas mal certaine qu'il y a plusieurs autres personnes qui vont se joindre à nous parce que vous étiez nombreuses à avoir répondu à l'appel. Donc, je veux quand même commencer maintenant parce que je le sais que votre temps est précieux. Donc, le but, c'est pas d'attendre trop longtemps non plus. Et comme c'est enregistré, ben, ceux qui arrivent un petit peu plus tard pourront l'écouter en rediffusion. Alors, bienvenue à ce webinaire sur la course en sentier. Merci d'être là. Le printemps, c'est une belle saison pour commencer ou pour commencer la course. Il fait chaud, tout le monde a hâte de sortir. Puis, dépendamment si vous avez couru cet hiver ou fait d'autres types d'activités sportives, ben, c'est bien de se faire des petits rappels sur comment reprendre ou comment s'initier à une nouvelle activité sportive. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, je vais commencer mon partage d'écran. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? Faites-moi des pouces, s'il vous plaît. Super. Alors, je me présente. Alors, quoi de mieux que de mettre ma photo de coureuse de trail comme première image? Alors, je suis Sabrina Grégoire, je suis kinésiologue de formation. Je suis une coureuse de trail principalement, mais vous allez voir, là, courir en trail, ça inclut aussi courir sur route, surtout quand on habite en ville. Je suis entraîneur de groupe, je suis entraîneur individuel et je suis franchisée cardio plein air à Montréal. Donc, j'entraîne des groupes en plein air, là, principalement sur le plateau Mont-Royal et aussi sur le Mont-Royal vraiment en tant que tel, là où il y aura un cours d'initiation à la course en santé qui sera offert par Stéphane ici présent. Donc, juste pour votre petite information aussi, Cardio Plein Air, en fait, c'est quoi? C'est un réseau de franchises à travers le Québec qui offre des entraînements là, variés en plein air. Donc, il y a certainement un parc près de chez vous où il y offre des cours. On a des programmes de course à pied, donc cardio jogging, initiation intermédiaire, avancée, mais aussi des programmes de remise en forme en plein air, des programmes à plus haute intensité sur l'heure du midi, le soir, tout ça. Puis, on offre aussi des entraînements en entreprise. Donc, si jamais vous avez envie qu'on aille vous entraîner au bureau, c'est possible, que ce soit avec moi ou avec un autre franchisé. Vous n'avez qu'à communiquer avec lui ou avec elle pour avoir toutes ces informations-là. Puis, chez Cardio Plein Air, pour votre petite information, on a une belle session qui commence le 24 mars. Donc, c'est lundi, tout juste lundi. Donc, si vous voulez aller consulter nos horaires, nos programmes, je vous invite à aller voir notre site web au www.cardioplenaire.ca. Voilà. Alors, le plan de match pour aujourd'hui, je vous ai préparé une présentation d'environ 30 minutes, 35, 40, là, ça va dépendre combien de temps je prends pour vous expliquer tout ça, mais j'ai vraiment envie de nous garder du temps à la fin pour une période de questions. Donc, je vais essayer quand même d'être concise pour qu'on puisse se garder du temps. L'objectif de notre webinaire aujourd'hui, là, c'est vraiment de démystifier la course en sentier. Parce que la course en sentier, la course entre elles, c'est un sport qui est de plus en plus populaire. Puis, on en entend de plus en plus parler, puis on entend des histoires où les gens courent pendant des jours, pendant des heures. Puis, je veux vraiment dédramatiser un petit peu la course entre elles. C'est comme quoi, c'est pas nécessaire de faire des 100 km et plus pour être un bon coureur en sentier. Donc, je vais vous parler des principales différences entre la course en sentier et la course sur route. Donc, les différents types de surface, les différents impacts sur le corps qu'apportent ces deux types de courses-là, l'environnement et les sensations, l'équipement qui est quand même important, mes conseils pour bien s'initier et évidemment une période de questions à la fin.
Euh, Là, j'aimerais ça. J'ai une petite question pour vous. Vous allez me répondre dans le chat, mais avant de me donner votre réponse, écoutez bien mes 4 choix de réponse. Donc, je veux savoir qui court déjà, mais sur route seulement. Si c'est vous, vous allez seulement écrire route dans le chat. Qui court déjà en sentier, seulement en sentier, vous allez écrire sentier dans le chat. Qui court dans les deux, donc sur route et en sentier, vous allez écrire les deux dans le chat. Et qui ne court pas encore, mais voudrait s'y mettre, vous allez écrire moi avec un grand point d'exclamation, s'il vous plaît. On veut de l'ambiance. Donc, j'ai les deux ici sur route. J'aime ça. Wow, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun d'avoir des coureurs sur route aussi. Mélodie sur route, les parfait, Nadège, les deux, Vanessa, les deux un peu. Parfait. Super. Donc, ben évidemment, hein, je vais commencer. Hein, je n'ai pas le choix de commencer en faisant quelques mots sur c'est quoi la course à pied exactement, hein, parce que c'est vraiment la base. Puis la course à pied, c'est vraiment simple à expliquer. C'est un mode de locomotion. Et disons que c'est un mode de locomotion sous forme accélérée. Donc, la course, c'est une marche rapide, mais avec saut. Puis c'est le avec saut qui est très important à prendre en considération ici. Il faut savoir que l'être humain a une physionomie faite pour la course. Donc, on est des bipèdes, on a des belles grandes jambes, des abdominaux et on a tout pour se déplacer sur des grandes distances à une certaine vitesse. Après, il y a certaines choses génétiques qui vont faire en sorte qu'il y a des personnes qui peuvent sembler plus aptes que d'autres à courir, mais ça, c'est un détail. Mais sinon, on est fait pour courir. Euh, pour l'aspect des sauts, ben, faut tenir en compte que la course à pied, c'est des impacts répétitifs, vraiment qui sont prolongés dans le temps. Ça, c'est un aspect qui est aussi particulier. Donc, les impacts vont avoir ben, des impacts sur nos os, par exemple, puis ils vont être absorbés par nos muscles et nos tendons principalement. Donc, disons que si on a une musculature qui est adéquate, puis ça, je pense que je vais peut-être le dire quelques fois durant le webinaire, une musculature adéquate, ça veut juste dire d'être conditionné, d'avoir des muscles qui sont réceptifs, assez développés, assez forts pour supporter ces impacts-là apporte la course à pied. Donc, si notre musculature elle est adéquate et qu'on suit une progression qui est progressive, qui est régulière, donc on augmente notre intensité, notre vitesse, la durée de nos entraînements progressivement dans le temps, bien, il y a peu de chances qu'on finisse blessé. Puis, tu sais, à la course à pied, il faut savoir, il y en a des blessures, que ce soit sur route ou en sentier, mais il y a souvent des causes liées à ces blessures-là. Donc, je ne dis pas que vous ne serez jamais blessé, mais il y a quand même moyen d'éviter les blessures. Quelques faits intéressants là, que j'aimerais vous présenter là, présentement. Donc, quand on court, c'est de 2 à 3 fois le poids de notre corps qu'on va venir mettre sur chacune de nos jambes. Donc là, je vous donne 2 secondes, 10 secondes pour prendre votre poids actuellement. Faites fois 3. Donc, ça, c'est le poids, la quantité que vous allez mettre sur chaque pied pendant 15 minutes, 30 minutes ou des heures à répétition. Donc, c'est vraiment pas négligeable. C'est pour ça que je parlais d'avoir une musculature qui est adéquate pour être capable de supporter tout ça. Un autre fait qui est intéressant, c'est que courir, ça renforce les os. Donc, on pourrait penser que courir, c'est pas bon pour les articulations, par exemple, mais c'est faux. Le fait d'avoir des impacts, de créer des impacts au sol, ça va venir augmenter la densité osseuse. Ça, toujours, c'est quand on a une musculature qui est adéquate pour supporter notre corps pendant de longues minutes, de longues heures, parce que sinon, évidemment, on pourrait développer quand même des blessures. Donc, autre chose aussi, autre fait intéressant, c'est que bien qu'on ait l'impression qu'à la course à pied, ce sont que nos jambes qui travaillent, bien, tout le corps va travailler à la course. Donc, vous allez avoir vos abdominaux qui vont être clairement engagés. Donc, tous les muscles
de votre tronc. Puis aussi les bras. Donc, les bras, à la course, on a les coudes fléchis, les bras pliés. Donc, ils vont être engagés. Il y a aussi un mouvement au niveau de l'épaule qui va se faire. C'est sûr qu'on s'entend que les membres inférieurs, les jambes, ce sont les membres qui vont être le plus sollicités, mais ça reste que la course à pied, on peut considérer ça comme étant un sport qui est quand même complet et surtout très exigeant. Dernier fait intéressant, saviez-vous que les coureurs vivent plus heureux? J'adore ça. Il y a des études qui démontrent que la course à pied, par les endorphines que ça procure, ça amène les gens à être plus optimistes et donc plus heureux. Mais là, on pourrait extrapoler puis dire que l'entraînement en plein air, course ou pas, ça rend les gens plus heureux. Mais j'aime bien dire que la course à pied, ça nous rend heureux. J'ai mis quelques définitions là, aussi dans la présentation. Donc, je veux juste être sûre qu'on parle des mêmes choses. Donc, quand je vais parler de foulée, donc la foulée, c'est la distance entre deux appuis au sol. Donc, en fait, c'est la longueur de votre pas. Donc, si vous faites des grands pas à la course, vous allez faire des longues foulées. Si vous faites des plus petits pas, vous allez faire des petites foulées. Plus la foulée, elle est grande, plus il va y avoir un grand impact au sol. Donc, plus ça va nous prendre une grande musculature pour être capable de l'absorber. Il faut savoir que souvent, quand on court plus rapidement, on fait des plus grandes foulées, donc c'est plus difficile au niveau de la musculation, en fait, de bien absorber les impacts. La cadence maintenant. Donc, la cadence, c'est le nombre de pas courus par minute. Donc, en général, là, on veut, l'idéal, en fait, ça serait d'avoir une cadence d'environ 180 pas par minute. Donc, ça, c'est 3 pas par seconde, plus ou moins 10. Ça peut être 170, ça peut être 190, ça peut être plus ou moins 10, mais disons qu'il faut s'en rapprocher. Le fait d'avoir une cadence qui est assez élevée, comme celle-là, ben ça empêche d'avoir des justement trop grandes foulées. Puis, ça nous permet d'avoir moins d'impact au sol, d'être un petit peu moins lourd quand on court. Bon, le dénivelé positif, c'est quand on va monter des côtes. Le dénivelé négatif, c'est quand on va descendre une côte. Il faut savoir que le dénivelé négatif a un gros impact aussi sur notre musculation. Souvent, c'est quand on descend beaucoup de côtes qu'on va se sentir plus raqué après son entraînement. Entre autres, parce que le fait de descendre, ça va augmenter la charge qu'on va venir mettre sur nos articulations et donc les muscles vont devoir travailler plus fort pour être capables d'absorber les impacts. Puis, il y a aussi le fait que c'est un mouvement qui est excentrique, donc notre muscle s'allonge en se contractant, donc ça le rend plus faible et il y a plus de chances de s'affaiblir finalement. Donc, c'est très difficile de descendre. Il ne faut pas penser que la descente, là, ça se fait toujours super bien. Et ensuite, pace ou allure. Donc, allure, c'est le pace en français. Donc, le pace ou l'allure, ça va être le nombre de kilomètres effectués en une minute. Par exemple, on peut avoir un pace de 6 minutes le kilomètre. Et la vitesse, ben, ça va plutôt être le nombre de kilomètres dans une heure. Donc, un pace de 6 minutes le kilomètre, ça va donner 10 km/h. Donc, les deux manières de le nommer, de le démontrer sont bonnes. C'est à vous de voir avec quoi. On parle beaucoup plus du pace, je dirais, en général, en course à pied. Alors, le sujet principal de ma présentation aujourd'hui, c'est la différence entre la course sur route et la course en sentier. Donc, je prends un petit moment, je ne sais pas à quel point vous voyez bien le tableau par contre, mais je vais tout le passer avec vous. Donc, à gauche, vous avez la course sur route et à droite, dans le tableau, vous allez avoir la course en sentier. Puis là, vous me voyez souvent tourner la tête, c'est parce que j'ai mon écran juste à côté, puis c'est là que je vois la diapositive en même temps. Donc, pour ce qui est de la course sur route, la surface sur laquelle on va courir, c'est une surface qui va être plus ou moins plane, généralement bétonnée, parce que la course sur route va se pratiquer, bon, souvent dans les régions urbaines. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir aussi une foulée et une cadence qui est plus régulière. Donc, on va courir sensiblement à la même vitesse. On va toujours faire relativement le même pas. Tandis que
dans la course en sentier, la surface, ça va être très irrégulière. Parfois, elle va être plane, parfois, elle va être en montée, parfois, elle va être en descente, ce qui fait en sorte que notre foulée et notre cadence vont être très variables. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Je vous parlais du 180 pas par minute tantôt. Je faisais quand même référence aux deux types de courses, mais c'est beaucoup plus facile de garder la même cadence, la même longueur de foulée quand on est une surface qui est régulière. Au Québec, il faut savoir, on a des sentiers qui sont particulièrement techniques, donc par rapport à d'autres régions, comme par exemple l'Europe, tout ça. Donc, au Québec, là, dans les surfaces très irrégulières, ben, on va avoir beaucoup de racines, de roches, de terre battue. Donc, c'est des sentiers qui peuvent être très accidentés. Puis, contrairement à la course sur route où ça va être, par exemple, sur l'asphalte. Il faut savoir aussi que courir sur une surface qui est bétonnée, donc quand on court sur route, c'est beaucoup plus difficile pour nos muscles, nos articulations, nos tendons à absorber les impacts. Donc, c'est plus difficile pour notre corps de courir sur une surface qui est dure que sur une surface qui est molle. Là, dans les surfaces dures, les trottoirs en ville, c'est la surface la plus dure qu'on ne peut pas trouver. Donc, ensuite, on va avoir l'asphalte qui va être pas grand-chose, mais légèrement plus molle. Donc, on va mieux absorber un petit peu, là, nos chocs vont mieux se répartir sur une surface asphaltée que sur un trottoir. Puis ensuite, ben, on a le gravier, la poussière de roche. Même si on fait de la course sur route, on peut utiliser ces surfaces-là. Puis, ça aide beaucoup, là, disons, à protéger, entre autres, nos articulations. Maintenant, pour ce qui est des impacts sur le corps, bien, à la course sur route, les impacts vont être répétitifs, prolongés dans le temps, puis ça va pas mal toujours être le même impact parce qu'on va toujours courir à la même vitesse, on va toujours avoir la même foulée. Tandis que dans la course sur route, les chocs vont être beaucoup moins répétitifs. Puis les sollicitations musculaires vont être beaucoup plus variées. Donc, on va aller chercher des muscles différents, les muscles stabilisateurs, ou dans la montée, dans la descente. Pendant qu'on va monter, il y a certains muscles de la chaîne postérieure qui vont prendre une petite pause, pendant que les muscles de la chaîne antérieure vont travailler davantage. Donc, les cuisses vont travailler davantage, tandis qu'à la descente, bien là, ça va être le contraire. Ce qui fait que les impacts vont être, ou le travail musculaire va être mieux réparti. Au niveau de la gestion de l'effort et du rythme, ben là, c'est sûr que la course sur route, ça va être une vitesse qui est constante, là, je l'ai déjà dit, sauf évidemment quand on fait une série d'intervalles où là, on veut augmenter l'intensité, augmenter la vitesse, ben là, on va aller chercher une vitesse qui est différente. Mais disons que quand on fait un événement, une course, on va essayer d'aller viser une certaine allure qu'on va vouloir maintenir dans le temps. Tandis que dans la course en santé, bien, la gestion de l'effort, elle va être complètement différente. Donc, ça va être complètement variable. Même qu'en course en sentier, on va souvent marcher. Donc, on va souvent alterner entre la course et la marche. Pourquoi? Parce que, en fait, arriver à un certain degré de dénivelé, bien, on va moins dépenser d'énergie à marcher rapidement, à faire ce qu'on appelle un power hike, qu'à courir. Puis en même temps, mais l'avantage, c'est que ça va faire en sorte que certains muscles qu'on utilise pour la course, bien, vont se reposer pendant la marche. Puis après ça, quand on va avoir fini de monter notre côte, bien là, on va reprendre la course. Puis là, les muscles qu'on avait utilisés pour faire la marche vont se reposer. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu plus équilibré. Au niveau de l'équilibre et l'agilité, bien, c'est sûr qu'à la course en sentier, ça prend un équilibre qui est minimal. Notre pied, si on parle d'une cadence de 180 pas par minute, oui, 180 pas par minute, c'est 3 pas secondes, bien, ça ne prend pas un grand équilibre pour passer d'un pied à l'autre. Tandis que dans la course en sentier, ça prend beaucoup plus d'équilibre parce que notre pied va être régulièrement déstabilisé. Donc, ça nous prend une bonne proprioception, un bon équilibre pour s'adapter au terrain, là, finalement, les surfaces molles, les roches, les racines et tout ça. Au niveau de l'environnement, maintenant, la course sur route, on va beaucoup la pratiquer en milieu urbain, dans les parcs, sur l'asphalte, trottoirs et pistes cyclables, tandis que la course sur route, bien, on va la pratiquer en nature, dans les grands espaces, dans la forêt, ce qui va nous faire un territoire qui est beaucoup plus varié.
On va voir des montagnes, ça se peut qu'on traverse des rivières. C'est un environnement qui est complètement différent, puis qui apporte aussi des différences dans l'aspect mental de la course à pied. Souvent, sur route, le fait que ce soit en ville, on va vouloir, par exemple, écouter de la musique, écouter un podcast ou se concentrer sur sa montre pour être sûr d'avoir le bon pace, la bonne allure. Tandis qu'en sentier, ben là, on va plus profiter de la nature, écouter les petits oiseaux qui gazouillent, s'arrêter pour regarder si on est au sommet d'une montagne, profiter de la belle vue et tout ça. Donc, disons que l'ambiance va être différente. C'est plus rare, d'ailleurs, qu'on va écouter de la musique quand on fait de la course en sentier. On en a moins de besoin. Ça fait du bien la tranquillité d'être dans le bois. Et finalement, le dernier point que je voulais apporter, c'est le type de blessure qui va être différent. Donc, dans la course sur route, comme les impacts vont être répétitifs dans le temps et qu'on va toujours aller cogner sur le même clou, bien, c'est sûr qu'il y a des blessures d'usure, de l'inflammation, les tendinites, par exemple, ou les fractures de stress, qui est une fracture d'usure, de sursollicitation. C'est le type de blessure qu'on va retrouver en course sur route. Donc, il y a les tendons qui peuvent s'enflammer, des fractures de stress aussi qui peuvent arriver. Tandis que les types de blessures, pour ce qui est de la course en sentier, ça va être ce qu'on appelle des blessures qui sont plus traumatiques. Donc, suite à une chute, entorse, fracture. Donc, c'est plus ça qui va arriver. Il faut faire quand même attention. La course en sentier aussi, là, je parlais on écoute un petit peu moins de musique ou moins de podcasts en sentier, c'est qu'il faut être beaucoup plus alerte parce qu'il faut toujours regarder le sol, il faut toujours savoir où est-ce qu'on met son pied, jouer un petit peu avec son équilibre. Puis, ben, même si on est attentif, le risque de blessure, il est quand même présent, mais il faut le plus possible faire attention à ça. Alors, comment on s'initie à la course en sentier? Bien, on y arrive. Bien, d'abord, c'est un petit peu comme la course sur route, c'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement. Je pense que là, de plus en plus, ça commence là, à être populaire de commencer d'alterner la course, la marche, tout ça. La clinique du coureur a très bien fait son travail aussi sur comment éduquer un petit peu les gens à faire de la course à pied et augmenter son volume, son intensité. Donc, le fait d'y aller progressivement, c'est vraiment important. C'est la clé, puis c'est la même chose en course à pied. Donc, aussi, ce qu'on va vouloir faire, c'est commencer par des sentiers qui sont faciles, peu techniques. Donc, vous avez la photo à gauche. Donc, là, c'est un sentier qui est très facile. Ça pourrait quasiment être de la route, c'est juste que c'est de la poussière de roche. Par contre, vous pourrez avoir des montées, des descentes dans ce type de sentier-là. Donc, commencer avec des sentiers qui sont plus larges aussi. Donc, ça, c'est vraiment comme ça qu'on va s'initier. Sur le Mont-Royal, par exemple, à Montréal, on va commencer avec le chemin Homestead, donc la boucle qui est facile comme type de terrain, qui est peu technique. Si vous regardez à droite, ben là, c'est moi dans un sentier qui est plus technique. Quand on a des sentiers qui sont très peu larges, ça va être des single track. Donc, il faut être quand même à l'aise dans ces terrains-là. Donc, on commence par des sentiers peu techniques, puis on ajoute des sentiers techniques graduellement, donc pour s'habituer. Habituer ses muscles stabilisateurs, les muscles du pied, les abdominaux, les bras qui vont bouger différemment aussi. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas idéalement faire ça tout d'un coup. Ensuite, vous allez intégrer des montées et des descentes graduellement. Puis, il ne faut pas hésiter à marcher dans les montées. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de marcher, ça va juste vous donner une pause pour les muscles qui travaillent pour la course. Puis, à un certain degré de dénivelé, bien, ça va juste être plus efficace. Vous allez perdre moins d'énergie à la marche. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à marcher quand on fait de la course en santé. Puis même si la côte, elle n'est pas si à pic que ça, bien, ça fait partie de la progression aussi qu'on va vouloir avoir. Là, je vais changer de diapositive parce que je les avais mis ici. Donc, voilà. Sortir régulièrement, bien, en fait, c'est de commencer en faisant des plus petites sorties. Donc, c'est pas parce qu'on a un ami qui va faire 10 km en sentier à chaque sortie ou que c'est son minimum que nous, on va commencer en faisant pareil du premier coup.
Donc, nos premières sorties, ça peut être des sorties de 15 minutes, des sorties de 20 minutes, 30 minutes. Puis après ça, au fil des semaines, on va augmenter graduellement jusqu'à avoir une longueur, une distance qui nous fasse un petit peu plus profiter du plein air. Quand on parle de sortie de 15 minutes, 30 minutes, il faut toujours pas négliger l'échauffement. Donc, l'échauffement, ça peut se faire à l'intérieur même de la maison. Donc, on n'est pas obligé de sortir puis faire un échauffement qui est si énorme que ça, mais juste bouger vos chevilles, échauffer un petit peu vos hanches, faire des mouvements qu'on appelle balistiques, aller chercher un petit peu de mobilité. Donc, ça va juste vous aider à ce que votre 15 minutes de course soit plus concis, plus efficace. Puis, ça prévient aussi les blessures de faire un échauffement avant un entraînement. Donc, on s'échauffe quelques minutes à la maison ou on marche un petit peu, puis après ça, hop, on part. Et on n'hésite pas à sortir plus souvent que longtemps. Donc, dans une semaine, vous pouvez faire 4, 5, 6 sorties de course si elles sont courtes. C'est mieux que de faire une ou deux sorties plus longues. Donc, courir plus souvent, moins longtemps. Donc, ça, c'est quand même une règle d'or. Ne pas rechercher à maintenir une vitesse constante. Donc là, on parle bien de la course en sentier. Il faut vraiment que vous soyez en mesure de vous adapter à votre terrain. Donc, ça ne donne rien de regarder sa montre puis d'essayer de se forcer à maintenir une certaine vitesse. Si on a des sentiers, si on commence à aller dans des sentiers qui sont plus techniques ou si on a des montées ou des descentes. Donc ça, déjà, ça nous enlève aussi beaucoup de pression. Et finalement, ben, ne pas négliger le renforcement musculaire. Parce que tantôt, je vous parlais, c'était quoi mon terme? La musculature, comment je vous avais dit ça? Adéquate? Une musculature adéquate? Oui, c'était ça. Donc, si on veut avoir une musculature qui est adéquate pour la course à pied, ben ça ne se fait pas tout seul, hein. C'est pas parce qu'on décide de courir 3, 4 ou 5 fois par semaine que tout d'un coup, nos muscles sont prêts à recevoir cette charge-là. Donc, c'est important de faire de la musculation pour prévenir les blessures. Puis, par musculation, bien, on va parler de musculation des membres inférieurs, donc des jambes, tout ce qui est squat, qu'est-ce qui est lunge, qu'est-ce qui est flexion plantaire aussi pour travailler les mollets, travailler vos tibiales antérieures, travailler votre équilibre aussi. Donc, la course, surtout en sentier, va nécessiter un grand travail d'équilibre. Donc, vous devez donc soit le faire sur place sur une surface dure ou sur une surface plus molle pour vous challenger un petit peu. Donc, pour aller recruter ces muscles profonds, muscles stabilisateurs-là. Donc, il y a le travail avec une bande élastique que vous pouvez utiliser pour vos chevilles, faire des mouvements pour renforcer les muscles autour de vos chevilles. Vous faites la musculation des membres inférieurs, donc de vos jambes, les abdominaux aussi, vraiment à ne pas négliger. La planche abdominale, c'est un exercice qui est très, très, très pratique. Et tout ce qui est rotation du tronc aussi. Donc, vous pouvez faire des planches latérales, ajouter des rotations du tronc. Vous pouvez utiliser le ballon de stabilisation aussi. Dans le fond, à la course à pied, on utilise beaucoup nos abdos parce que le corps ici va vraiment agir à titre de transfert de force. Donc, le mouvement des bras avec le mouvement des jambes et on a le tronc aussi qui va être engagé. Donc, c'est important de le travailler en position allongée, c'est-à-dire en planche, au sol, sur un ballon, mais aussi d'ajouter des torsions pour un petit peu reproduire les mouvements de torsion que vous allez faire pendant votre course. Donc, on ajoute des torsions. On peut ajouter des levées de bras, des levées de jambes aussi pour aller recruter davantage les fessiers. D'ailleurs, les fessiers, très important à renforcer. Donc, tout ce qui est pont, quand on est couché sur le dos, contracte les fessiers, soulève le bassin. Donc, on commence à 2 pieds. Après ça, on le fait à 1 pied. Après ça, on va mettre son pied sur un ballon, jambe allongée. On va venir créer du mouvement pour déstabiliser notre corps et l'habituer un petit peu, justement, à retrouver son équilibre et aller recruter ses muscles profonds. Donc, on entraîne les jambes, on entraîne ses abdominaux, puis c'est quand même important de travailler les bras aussi. Si on veut que la course à pied, ce soit un sport qui est complet. Les push-ups, c'est super bon à la course à pied. Pourquoi? Parce que vous allez travailler vos épaules, vous allez travailler vos biceps et vos triceps. Puis, quand on court, vous allez voir, quand vous allez commencer à courir plus longtemps, vous allez remarquer que si vous avez les bras faibles, vous allez être raqué des bras après votre course.
Parce que juste le fait de garder son coude fléchi, puis de toujours être en mouvement, ben à la longue, ça devient épuisant. Donc, il faut les renforcer. On va vouloir faire ce qu'on appelle un travail en endurance. On n'est pas obligé d'avoir des gros bras, des gros biceps. C'est juste être capable de les faire travailler longtemps dans le temps. Et aussi aller travailler les muscles du dos. Donc, faire tout ce qui est tirage. Vous pouvez travailler ça avec les poids, avec les bandes élastiques. Donc, on va vouloir venir travailler les muscles du dos. Et c'est là que vous allez avoir un entraînement qui est complet. Donc, surtout, ne pas négliger la musculation, c'est super important. Qu'est-ce que j'avais ici? J'avais la quantification du stress mécanique. Donc, c'est peut-être un tableau que vous avez déjà vu. Je l'ai déjà envoyé là, dans d'autres. C'est un tableau qui est super connu, là, qui a été fait par la Clinique du Courage. Je l'ai déjà présenté là, dans d'autres webinaires. Puis, je tiens à vous en parler parce que ça reste ça aussi la base là, en course à pied. Donc, je vous le présente, là. La ligne horizontale, vous avez le temps, donc c'est la durée de votre entraînement. Donc, ça peut être 12 semaines, ça peut être un an, peu importe. Et la ligne verticale, ça va être le stress. Quand on parle de stress, c'est une tension musculaire, un impact. Donc, un entraînement, c'est un stress. Chaque petit pas que vous faites, ce sont des stress. Donc, c'est un stress qui est biomécanique, c'est un stress qui est désirable quand on s'entraîne, hein. Donc, on veut créer un stress pour que nos muscles puissent se réparer et même devenir plus forts. Donc, vous avez la ligne verte. Donc, la ligne verte, c'est le stress minimum pour créer des adaptations. La ligne bleue, ça va être le niveau de stress qui est induit par vos activités. Donc, si la ligne bleue, elle est plus basse que la ligne verte, donc si votre stress n'est pas assez important pour créer des adaptations, bien, vous êtes en ce qu'on considère une période de repos. Donc, vous n'allez pas vous améliorer. Au contraire, si votre ligne bleue, votre quantité de stress va sur la ligne rouge, bien, ça, c'est votre capacité maximale d'adaptation. C'est là que vous allez ressentir des inconforts, des douleurs ou vivre une blessure. Donc, l'idéal, c'est de surfer, de jauger un peu la quantité de stress mécanique qu'on peut appliquer à son corps pour en mettre juste assez pour créer des adaptations, mais pas trop pour ne pas aller se créer une blessure. Puis ça, comment est-ce que ça se calcule? Bien, c'est une perception de douleur, perception de l'effort. Donc, c'est vous qui devez être attentif à votre corps. Donc, par exemple, la première pointe qui dépasse la ligne rouge, la première pointe bleue. Donc, ça va être une douleur vous allez ressentir de la douleur, soit pendant, après ou le lendemain, une raideur, par exemple. Donc, si vous vous levez un matin, vous avez les pieds très raides, vous avez de la douleur, c'est que vous avez peut-être dépassé votre capacité maximale d'adaptation. Après, c'est normal de ressentir de la douleur à certains moments. On veut aller chercher ce stress-là, mais il ne faut pas que cette douleur-là soit récurrente dans le temps. Il ne faut pas qu'elle revienne régulièrement. Il faut que vous soyez capable de récupérer de cette douleur-là. Donc, si vous avez toujours la même douleur, surtout si c'est une douleur qui est aiguë, qui est vive, qui est autour d'une articulation, douleur au genou, on ne devrait pas ressentir de douleur au genou quand on court. On peut ressentir de la douleur dans les quadriceps, dans les fessiers, dans les ischio-jambiers, dans les mollets après un gros effort parce qu'on va avoir créé des bris musculaires. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, après, quelques jours après ou quelques heures, ben, on se repose. Donc, nos efforts suivants vont être moins intenses. On veut laisser le corps créer des adaptations. Et naturellement, si vous voyez, la ligne verte, elle augmente. Donc, si on respecte le principe stress biomécanique, sans blessure, repos, stress, repos, c'est là qu'on va s'améliorer, qu'on va créer des adaptations. Comment est-ce qu'on s'améliore? Comment est-ce qu'on s'en rend compte qu'on s'améliore? Bien, on va être capable de courir plus longtemps sans fatigue. On va pouvoir courir plus vite aussi. On va avoir un sentiment de légèreté. Donc, c'est comme ça qu'on va ressentir cette progression-là.
Je tiens à dire aussi au niveau de la zone de repos. Donc, pour bien récupérer, puis pour que ce beau tableau-là, la belle ligne verte soit optimale, donc quand on est en récupération, oui, on diminue son intensité, mais ça prend aussi une bonne qualité de sommeil, une bonne qualité, une bonne alimentation et une bonne hydratation. Euh, Ça prend aussi un niveau de stress qui n'est pas trop élevé. Donc, ça se peut que vous, dans une période de votre vie, vous viviez un certain stress, comme par exemple un déménagement, une séparation, un nouveau travail, euh, n'importe quel stress qui peut s'induire sur vous, bien ça va avoir un impact sur votre récupération. Si vous ne vous hydratez pas suffisamment, si votre alimentation elle n'est pas optimale, donc pour avoir une alimentation optimale, on veut aller chercher les macronutriments principaux, donc les protéines, les glucides, les lipides. Donc, les protéines vont vous permettre de reconstruire vos muscles. Donc, si vous n'avez pas un apport suffisant en protéines, on va considérer ça comme une mauvaise récupération. Donc, ce que ça va faire, c'est que vous n'allez pas arriver. En fait, c'est que votre ligne rouge, elle va baisser à la limite. Pour un même effort, dans une même. Vous pourriez avoir le même entraînement l'année 1, faire le même entraînement l'année 2, mais vivre des stress qui sont différents ou changer votre alimentation, puis ça va avoir un impact sur votre récupération et donc sur votre progression et votre performance. Donc, ça, c'est super important. Comme je disais, le tableau, on ne met pas nécessairement des chiffres dessus. En fait, oui, vous pouvez mettre des chiffres dessus si vous paramétrez bien vos données quand vous sortez courir, mais sinon, allez-y beaucoup avec un ressenti, une perception de la douleur. Donc, si vous avez des tensions qui reviennent, des douleurs qui sont aiguës, des raideurs matinales. Donc, tout ça, c'est votre ligne rouge qui vous parle. Ça veut dire que soit que vous courez trop longtemps, trop vite, ou que vous ne récupérez pas suffisamment. Puis dans les récupérations, ben là, c'est de jouer avec les éléments que je vous ai mentionnés, sommeil, alimentation, hydratation et stress. C'est bon? L'équipement maintenant, au niveau de l'équipement, il y a quand même une différence entre la course sur route et la course en sentier. Donc, j'ai mis des points d'interrogation parce que il y a des choses qui peuvent être plus importantes que d'autres là, pour la course en sentier. Puis la chaussure de trail, ben là, je ne vois plus vraiment vos visages, mais la chaussure de trail, Stéphane, maintenant que c'est juste toi que je vois, est-ce que tu penses que c'est nécessaire en sentier? Je m'excuse, je t'ai pris Euh, sur le spotlight. ben oui, hein. Bonjour tout le monde. Euh, ben, tout dépend, hein. Si on va sur le Mont-Royal, c'est pas si technique que ça. Fait que des espadrilles de course normale peuvent très bien faire l'affaire au début. C'est après ça que quand tu veux commencer d'en faire plus, peut-être que le soulier de trail peut très bien là, peut aider par la suite. Mais moi, je dirais au début, soulier de course sur route peut très bien faire l'affaire en premier. Puis après ça, ok, j'aime ça. Ah, ok, je vais investir par la suite. Exactement. Dans les premières semaines qu'on va faire ou les premiers cours sur le Mont-Royal, c'est sûr qu'on n'ira pas dans les sentiers les plus techniques. De toute façon, sont en train de fondre. Donc, les sentiers, les souliers de course sur route, effectivement, peuvent faire l'affaire. La différence entre les chaussures de route et les chaussures de trail, ça va être principalement l'adhérence. Donc, l'adhérence, ça va être la qualité là, du caoutchouc de votre semelle. Donc, elle va être beaucoup plus adhérente. Les chaussures de trail vont aussi avoir des crampons. Donc, quand on monte sur de la terre, tu sais, de la terre battue un petit peu ou dans l'herbe, ça va venir agripper. Dans les montées et dans les descentes, ben, ça évite de glisser, de tomber. Puis, ça permet aussi de concentrer son effort, donc de perdre moins d'énergie que si on glissait. Souvent, la chaussure de trail va être oui, plus robuste, exactement. Donc, elle va être plus robuste, elle va mieux protéger le pied. Si vous regardez sur la photo, là, il y a le talon, puis il y a le bout de la chaussure qui est renforcé.
Donc, là, évidemment, il y a des chaussures qui vont être plus minimalistes que d'autres, mais disons qu'en général, la chaussure de course en santé va être plus robuste, va protéger davantage le pied. Effectivement, il y a certains sentiers qui vont moins demander ça. Donc, pour ceux et celles qui vont participer à notre cours d'initiation à la course en santé sur le Mont-Royal ce printemps, les premières semaines, vos chaussures sur route, ça va amplement faire l'affaire. Puis votre entraîneur, Stéphane, il vous en parlera pendant l'entraînement, puis il va vous guider sur les chaussures. Le sac d'hydratation, maintenant, le sac à 200 pièces avec le 2 litres d'eau dans le dos, c'est-tu nécessaire, ça? C'est quoi les conditions qui feraient en sorte qu'on a besoin d'avoir un sac d'hydratation en course en santé? Est-ce que vous voulez vous risquer? Non, je vais vous le dire. Je vais vous Moi, le je vais le dire. dire. Ah, J'ai allez-y, envie de le dire. vas-y. Ben oui, allez. Moi, j'utiliserais un sac comme ça pour des courses de plus d'une heure. C'est clair que Mais oui, en dessous d'une heure, tu as pas besoin, tu as déjà une bonne hydratation dès le départ, mais au-delà d'une heure, là, on commence à perdre effectivement. de la sudation. Puis là, on a besoin de l'eau pour pouvoir se régénérer quelque part et pouvoir Effectivement. durer dans le temps. Voilà. C'est une bonne réponse. Je dirais que la durée, c'est quelque chose qui est important. Donc, d'avoir de l'eau, d'avoir des glucides aussi. Donc, si on part longtemps, d'avoir des glucides, ça peut être très pratique. Quand je parle de glucides, donc des barres de fruits ou des bonbons, des gels, tout ça. Si on part longtemps, aussi plus du nord, on va peut-être vouloir manger parce qu'il faut savoir qu'en sentier, c'est toujours plus long que prévu, là, le temps pour lequel on part. Là. Des fois, on part faire 5 km, puis ça ne nous prendra pas nécessairement 25 minutes faire notre 5 km. Ça se peut que ça nous prenne 1 heure. Je dirais aussi, dépendamment de où est-ce que vous courez. Donc, tu sais, à la limite, partir plus d'1 heure, courir en ville, ça va. Peut-être que vous allez pouvoir trouver des abreuvoirs dans les parcs ou, tu sais, vous abreuver, à la limite, aller au dépanneur, vous acheter un Gatorade. Mais même si vous partez 30 minutes, si vous partez dans le bois, peut-être que vous allez avoir besoin d'eau plus rapidement que prévu. Puis peut-être que vous allez vouloir aussi apporter une trousse de premiers soins. Si vous partez en nature, si vous partez dans une région où c'est moins urbain, donc avoir des collations, avoir suffisamment d'eau, une petite trousse de premiers soins, mettre son téléphone cellulaire, si jamais il arrive quelque chose, c'est des choses qui sont très pratiques. Les vêtements respirants et adaptés à la météo. Ben là, dites-moi oui. Donc, c'est sûr que c'est pas, c'est juste plus confortable, c'est plus pratique. Ça évite aussi, tu sais, les vêtements respirants, ça va vous aider à vous rafraîchir davantage. Adapté à la météo, là, j'ai mis une petite image de casquette. C'est toujours plus agréable quand on n'a pas d'eau dans les yeux. Donc, c'est des choses qui sont pas obligatoires, mais disons que pour le confort, c'est toujours plus intéressant. Une montre maintenant, est-ce que c'est nécessaire de partir avec une montre? Mais pas vraiment. C'est pas vraiment nécessaire, surtout pour la course en sentier. Donc, c'est sûr que sur route, on a plus peut-être tendance à regarder la vitesse à laquelle on va. On veut regarder notre kilométrage aussi. Souvent, quand on va courir sur route, disons que les paramètres de performance sont un petit peu plus faciles à évaluer. Je dirais que la course en sentier, la montre, ça peut être intéressant pour avoir l'heure, pour avoir le dénivelé, si jamais ça vous intéresse de savoir combien de mètres vous avez monté ou descendu. La distance aussi, ça peut être intéressant, mais tu sais, au niveau de la vitesse, c'est pas quelque chose pour lequel on va porter une grande attention, là, la vitesse. Donc, c'est pas nécessaire. C'est moins nécessaire, disons, que sur route. Puis même sur route, c'est moins nécessaire. De moins en moins, disons. La course en sentier, ce qu'on va vouloir, c'est beaucoup pratiquer son ressenti et s'adapter au terrain. Donc, on a beaucoup plus de variabilité, puis c'est moins nécessaire de regarder sa montre. Là, on le voit quand on va monter une côte, quand on va descendre, quand ça va être plus technique, on n'a pas besoin de regarder sa montre pour se faire dire à quelle vitesse on veut aller. Et les bâtons, il y en a beaucoup qui courent avec des bâtons. Est-ce que c'est nécessaire? Bâton intéressant pour réduire l'impact en descente. Effectivement. Je ne sais pas, je vais aller voir ton commentaire. Bon, l'impact en descente est facilitant en montée. Exactement.
Moi, j'aime beaucoup ça, courir en bâton. Vous ne me verrez jamais courir avec des bâtons sur le Mont-Royal, par exemple. Là. Je ne vais pas jusque-là. Mais quand je pars pour des longues distances, là, tu sais, quand je pars longtemps, j'aime ça courir avec des bâtons. Il faut savoir que ça prend une bonne coordination. Ah, c'est difficile parce que là, c'est comme si on courait avec 4 pattes au lieu d'une, puis le bâton, ben, il peut s'accrocher dans une racine, une roche. Donc, tu sais, il faut comme plus juste penser à ses pieds. Par contre, quand on a une certaine habitude, si vous êtes des randonneurs, des randonneuses, puis que vous êtes habitués de randonner avec des bâtons, votre cerveau, il risque d'assez bien comprendre la tâche, puis ça risque d'être plus facile pour vous. Mais si si vous marchez jamais avec des bâtons quand vous faites des randonnées, bien là, ça risque d'être plus difficile pour vous. Vous risquez surtout de vous enfarger avec les bâtons. Puis, comme Nadège dit, ça réduit vraiment l'impact sur nos membres inférieurs, sur nos jambes. Puis, ça vient travailler davantage le haut du corps aussi. Fait que ça rend l'entraînement, disons, encore plus complet. Voilà. Et ma dernière diapositive, je voulais vous donner quelques conseils gentils. Là, on est au printemps. Hein? On est au mois de mars, fin mars. On a tout le goût de sortir, d'aller courir, mais c'est le temps de laisser les sentiers en période de repos. Donc, les sentiers qui sont très boiteux, tout ça, on va essayer idéalement de les respecter, surtout quand on est dans une zone, bien, pas juste surtout, que ce soit dans une zone urbaine ou dans d'autres grands parcs. D'ailleurs, il y a plusieurs sentiers qui peuvent être fermés à la circulation là aussi au printemps. Donc, c'est important de respecter ça, de respecter les sentiers qui sont balisés pour ne pas détruire la flore. Attention lors de la période de dégel. Autre petit conseil que je pourrais vous donner, là, c'est d'être patient, indulgent. Donc, si vous êtes habitué de courir sur route puis que vous commencez à faire de la course en sentier, ça n'a un peu rien à voir. Donc, on est gentil, on est doux avec soi-même. On commence avec des petites sorties, on ne regarde pas sa montre, on y va au feeling, on refait les trajets pour s'habituer, puis de fil en aiguille, tout ça va se placer. Donnez-vous plusieurs semaines, plusieurs mois et des années. Hein. Il y a des coureurs là, qui font, qui augmentent leur distance, mais idéalement, on commence avec des plus courtes distances, puis ça peut prendre jusqu'à des années là, avant d'aller faire des distances, disons, plus impressionnantes. Petit conseil aussi, inscrivez-vous à une course. Pas nécessairement à une grosse course. Là, commencez, si vous n'avez jamais participé à une course en sentier, là, ben, commencez avec un 5 km. Un 5 km de course en sentier, ça peut vous prendre une bonne heure. Puis, tu sais, vous voulez quand même avoir une bonne expérience aussi, y aller à votre rythme, vouloir pouvoir profiter peut-être des beaux paysages, éviter de vous blesser aussi parce que le but, c'est pas nécessairement de partir trop vite. Vous les regardez où vous mettez les pieds. Mais de s'inscrire à une course, c'est quelque chose qui est super motivant. Là, au printemps, si vous n'avez pas encore commencé à regarder les courses, il faudrait s'y mettre parce que la course en sentier, c'est populaire. Par respect aussi pour l'environnement, les organisateurs acceptent toujours moins de coureurs que lors d'une course sur route. Donc, les dossards pour les courses très intéressantes deviennent sold out assez rapidement. C'est vraiment une question de respect de l'environnement, de ne pas pouvoir avoir trop de monde dans les sentiers en même temps. Aussi, au niveau de la gestion de la sécurité, c'est plus difficile j'ai juste rescue là, en tête, là, mais d'aller sauver une personne qui se blesse en sentier. Donc, il y a certains aspects qui font en sorte que les dossards se vendent plus rapidement. Donc, vous pourriez peut-être commencer à regarder ça, vous inscrire à une petite distance. Inscrivez-vous dans un club de course avec un entraîneur certifié, avec cardio plein air, si vous voulez. Donc, l'avantage, bien, vous allez avoir un paquet de conseils techniques, pratico-pratiques. Donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est sûr que quand on est dans un groupe, quand on le vit, ça va beaucoup plus loin. Donc, par exemple, ceux qui vont s'inscrire avec nous là, pour des entraînements sur le Mont-Royal ou dans un autre parc, l'entraîneur a de l'expérience en course en sentier. Il est là pour répondre à vos questions, pour vous guider, pour vous aider, pour répondre à vos questions sur les chaussures. Puis,
Ben, on vous envoie des programmes d'entraînement aussi par courriel, puis on est vraiment là pour vous. Puis il y a l'aspect groupe aussi qui fait une grosse différence. C'est le fun de courir en groupe. On ne peut pas toujours courir en groupe, mais disons qu'une fois par semaine, d'avoir son groupe, d'avoir sa petite gang, d'avoir son coach, c'est vraiment le fun. Puis là, ben là, chez Cardioplaneur, on commence notre session de printemps le lundi 24 mars. Vous avez tous accès à un essai gratuit si vous n'avez jamais essayé un de nos programmes. Donc, vous pouvez faire un programme de course à pied. On a des programmes initiation, intermédiaire aussi. Sachez que le cours sur le Mont-Royal, c'est un programme intermédiaire. Moi, là, quand j'en parle comme étant un cours d'initiation à la course en sentier, mais ce n'est pas un cours d'initiation à la course. C'est-à-dire que ce sont des coureurs. On veut que les gens qui s'inscrivent à ce cours-là soient déjà familiers, habitués avec un certain volume de courses sur route, mais qui sont moins familiers avec les sentiers plus techniques. Fait que l'objectif, ça va être de vous amener à faire du dénivelé au début, hein, dans le chemin Homestead, par exemple, le temps que les sentiers dégèlent. Puis après ça, on va aller dans les sentiers qui sont plus techniques. Puis là, ça va vous prendre vos souliers de trail. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif. Donc, on a une session de 13 semaines qui s'en vient. Puis, ben, n'hésitez pas à faire une demande d'essai gratuit ou à vous inscrire dès maintenant. Voilà. Je suis maintenant rendue à la période de questions. Est-ce que vous auriez des questions? Un petit 2 minutes, là, s'il y a quelque chose qui vous chicotait pendant le webinaire, vous pouvez... j'ai des questions ici que je vais regarder. Sinon, vous pouvez aussi ouvrir votre micro et me les poser. Nadège, pour les... non, c'est Mélodie. Mélodie, pour les courses en santé, il y a un site Ischio, je pense que c'est ischio.ca, ISKIO, qui répertorie bien des courses au Québec, au Canada aussi, pour les courses en sentier. Sinon, j'essaierai de vous en envoyer peut-être par courriel, parce que là, je ne veux pas vous dire des noms de courses puis qu'elles sont toutes bookées. Parce que les belles courses, le fun, là, Stéphane, si tu as des indications, là, mais les belles courses, ça devient sold out assez rapidement. Donc, je pense que la course des couleurs, c'est ça la course des couleurs, le sentier des couleurs qui est à l'automne, qui prennent particulièrement beaucoup de monde. Donc, c'est la plus grosse course au Québec. La course des couleurs au sentier des couleurs, c'est la plus grosse course au Québec. Donc, c'est la course qui prend le plus grand volume de coureurs. Donc, la course des couleurs à Bécancour. Donc, ça peut être une super belle option pour vous. Oui, merci Stéphane qui a mis le calendrier des courses sur Ischio. Oui, parfait. Oui, c'est un gros spot, il y a vraiment beaucoup de coureurs là. Sinon, ben, c'est sûr que des belles grosses courses là, internationales, là, comme du Québec Mégatrail, Arcana, tout ça, c'est super le fun. Pensez-y peut-être pour 2026. Fait que peut-être cibler, cibler des plus petites courses pour l'instant, puis après ça, faire des courses à plus grande envergure, mais allez voir Saint-Donat. Merci. Voilà. Puis ceux qui sont inscrits là, avec moi dans mes cours, on va en faire des courses. J'aimerais ça qu'on en fasse une ensemble. Fait que je vous enverrai des petits potentiels de courses par courriel. Il y a Linda qui est en train d'écrire. Linda aussi, hein, peut-être que tu vas nous sortir la course en Mauricie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, moi, je vous ai pas mal tout dit ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Les bâtons, Linda, c'est sûr que ceux en carbone, c'est les plus légers. C'est vraiment les plus légers. Moi, personnellement, j'utilise des bâtons bien réguliers. Donc, ils sont loin d'être en carbone. C'est des bâtons, ça fait 15 ans que je les ai, sont rétractables, sont lourds. Mais, tu sais, pour ce que j'en fais, c'est amplement suffisant. Mais oui, les bâtons Lecky en carbone, ça va être des bâtons qui sont performants. Ce n'est pas les plus résistants, par exemple. Hein, c'est ça. Ils sont légers, mais plus fragiles. Mais tu sais, si tu as le goût d'investir, tu pourrais te gâter. Je dis ça, j'en ai acheté en plus des bâtons.
C'est vrai, je ne les ai pas encore utilisés, j'avais oublié. C'est une bonne idée, mais je veux juste dire que ce n'est pas nécessaire. Tu sais, dans le matériel, là, la course, là, allez-y, tu sais, surtout si vous débutez, allez-y un petit peu avec ce que vous avez. Puis après ça, ben là, si vous décidez de faire des plus longues distances, tout ça, vous investirez davantage. Merci Vanessa, c'était un plaisir. J'ai quelqu'un d'autre qui écrit aussi. Là, n'oubliez pas, je vais vous envoyer le webinaire, l'enregistrement. Donc, si jamais il y a des choses que vous voulez revoir ou réécouter, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi toujours m'envoyer un courriel. Donc, vous pouvez m'écrire par courriel. Ça va me faire plaisir de vous guider. Bye, Nadège. C'est un plaisir de te voir. On a Cléo qui va nous écrire un petit quelque chose. Merci, Linda. Hello. Allô, Mélo? J'avais une question. Oui, j'avais une Oui. question. Si on mélange genre la course à trail et la course en route, genre si on a genre le semi-marathon de septembre, mais qu'on veut faire quand même du trail, niveau récupération, ça, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut quand même mélanger les deux? Oui, ou tu peux mélanger. Il faut juste que tu penses à ta récupération. Tu sais, je vais te partager encore mon écran. Si tu vas ici, dis-toi que est-ce que c'est ta course de trail ou sur route qui est en premier? Pour l'instant, je dirais aucune course en trail, donc, mais l'autre en septembre. Fais juste te dire que ta course, ton événement de course va venir te créer un stress important parce que la course, tu sais, l'effet d'entraînement, on est toujours, tu sais, on va se pousser davantage, tu sais, fait que souvent, on se donne beaucoup plus le jour de la course qu'à l'entraînement. Fait qu'il faudrait que tu aies une période, une quand même bonne période de récupération. Ça se fait très bien, Mélodie, ça se fait très bien, dépendamment de la distance aussi. Tu sais, si tu débutes en trail puis que tu fais une course de 5 km, par exemple, tu sais, tu peux prendre une récupération, tu sais, quand même continuer à courir un petit peu, mais tu sais, si ta course sur route est dans 3 semaines, tu vas être capable de bien t'en sortir aussi, là. Parce que, tu sais, je ne l'ai pas dit, mais quand on fait de la course en sentier, mais c'est bien de faire de la course sur route aussi. Fait que tes qualités de coureuse, tu les gardes. Tu sais, c'est pas parce que tu cours en sentier puis que tu as une course en sentier que tu fais jamais de route. Fait qu'à partir du moment où tu as fait ta course en sentier, je te dirais, c'est peut-être plus facile de commencer par la course en sentier, là, parce que tu vas courir sur route aussi pour ton entraînement. Tu ne seras pas toujours en train de monter les montagnes. Le programme que tu te fais d'entraînement de course pour, par exemple, le semi-marathon sur route, est-ce que tu peux inclure du trail dedans comme un entraînement vu qu'il y aura les montées? Oui, dans tes intensités. Puis pour te permettre de bien récupérer, tu sais, dans le fond, tu ne veux pas changer trop de paramètres dans un programme d'entraînement. Fait que, tu sais, c'est sûr que en fait, ce qui arrive, c'est que tu ne pourras pas suivre à la lettre ton programme sur route. Oui, c'est ça. Donc, si tu fais ton programme de demi-marathon, puis qu'en même temps, à l'intérieur de ça, tu veux faire de la course en sentier, bien, il va falloir que tu sélectionnes certains entraînements de ton programme, puis que tu viennes intégrer tes courses en sentier à l'intérieur. Donc, tu sais, tu ne pourras pas tous les faire non plus. Fait que, tu sais, à un certain moment de ta planification, tu pourras enlever des entraînements à haute intensité, puis aller ajouter du dénivelé. OK. Fait que, tu sais, ton intensité va être le dénivelé, par exemple. Tu peux faire des choses comme ça. C'est sûr que là, plus le jour de ta course arrive, fait que là, mettons que tu arrives, il te reste 4 semaines avant ta course, ton demi-marathon. Mais là, peut-être que tu pourrais laisser un petit peu tomber tes entraînements de course en sentier, laisser faire, puis tu sais, te concentrer davantage sur ta course sur route, juste pour aller te spécialiser puis t'assurer que tu as tous les bons outils. Mais, tu sais, c'est pas impossible, là. Ça prend un petit peu d'organisation, là. Ça, c'est le genre de choses qui est le fun de voir avec un coach. Oui, c'est ce que je Donc, pense. tu sais, là, nous, on se connaît, fait qu'on pourra s'asseoir ensemble, on va prendre un café, puis là, je regarde ça avec toi. Mais, tu sais, parce qu'il y a quand même différentes stratégies à faire, bien trouver ses courses aussi, là, les placer aux bonnes dates dans son agenda. Fait que, ouais, on pourra faire ça ensemble. Exactement. OK, cool. Alors, ben super, il est 7 heures, on va être rentré dans notre heure. Donc, merci pour votre participation. Si jamais il y a quelque chose, vous m'envoyez un petit courriel avec grand plaisir. Puis, j'espère que ça vous a donné le goût de participer avec nous. Bye bye!